Bonjour à tous. Donc, nous voilà de nouveau en train d'essayer de faire une vidéo acceptable. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui ont déjà consulté les précédentes, que nous étions un petit peu amateurs. Hein. C'est un peu du bricolage, mais enfin, on va continuer, puis on va essayer d'apprendre le montage, apprendre un certain nombre de choses qui permettront éventuellement des insertions de documents, etc. Toujours est-il que nous souhaitons donner à ces interventions un caractère hebdomadaire parce que l'actualité le mérite. Donc, de nouveau, euh, je suis en tandem avec Sylvain Ferreira, notre historien militaire préféré, pour aborder des questions qui nous semblent importantes. Alors, je souhaiterais que on en aborde trois aujourd'hui. La première qui sera celle de l'opinion de Sylvain sur les experts de plateau qu'on voit partout et qui nous délivrent depuis le début du conflit un narratif souvent inepte, parfois absurde et en tout cas frappé au coin du mensonge, d'après nous. Ensuite, je souhaiterais que, avec Sylvain, on fasse un petit point militaire, c'est-à-dire que il puisse nous dire comment il voit les semaines qui vont se dérouler maintenant, non pas en faisant des prévisions, hein, c'est tout à fait impossible, mais en essayant d'estimer certaines des voies qui pourraient être empruntées euh, par le conflit. Et puis enfin, je voudrais faire quelques observations sur l'évolution à grande vitesse du rapport de force géostratégique dans le monde, qui est assez impressionnant. Il se passe tous les jours quelque chose et on y reviendra. Alors Sylvain, je pars d'un événement qui s'est déroulé il y a 48 heures ou 3 jours, qui a été le bombardement de la colonie pénitentiaire au sein de laquelle les prisonniers d'Azovstal, c'est-à-dire ceux qui s'étaient rendus, hein, essentiellement d'ailleurs des membres des bataillons Azov, des bataillons néo-nazis, qui ont ce colonie pénitentiaire qui a été l'objet d'une attaque, semble-t-il, hein, qui a fait un grand nombre de morts. Et on voit s'affronter deux explications. Tout d'abord, les Russes qui tout de suite ont dit, voilà, c'était sur les territoires que nous contrôlons et c'est une attaque ukrainienne qui a été faite avec des armes fournies par l'Occident. Et de l'autre côté, très vite, la partie ukrainienne, c'est-à-dire essentiellement Zelensky, qui a accusé les Russes d'avoir assassiné leurs prisonniers. Euh, Thèse qui a été relayée immédiatement par les gens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les commentateurs de plateau, immédiatement, et qui ensuite a évolué parce qu'elle était peut-être difficilement tenable. Donc, la première question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui s'est produit et en quoi ça révèle l'affrontement de communication qui existe aujourd'hui. Alors, le point le plus important, le point qui est essentiel dans cette affaire, c'est qu'il y a un préambule dont personne ou quasiment personne ne parle, qui est depuis jeudi, hein, donc la veille de l'attaque, la diffusion sur pas mal de médias qu'on peut qualifier effectivement pour certains de pro-russes, de vidéos de témoignages des soldats du régiment Azov, prisonniers donc des Russes et des républiques populaires, hein, de la République de Donetsk, et qui commencent, entre guillemets, à se mettre à table et à raconter une partie des crimes dont ils sont accusés depuis très longtemps, hein, à l'encontre de la population civile. Et donc, je pense que ce préalable doit être absolument rappelé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire qu'on a cette temporalité qu'on ne nous a absolument pas présentée dans les grands médias, de la publication de ces témoignages, de ce passage aux aveux, hein, on pourrait dire, des incriminés, de personnel généralement de rang de sous-officiers ou de simples soldats, vidéos qui, je le précise, sont diffusées avec des traductions, des sous-titres en anglais, hein, pour que ça puisse avoir un impact sur un public occidental et un public mondial. Et d'un seul coup, le lendemain, on a cette affaire qui éclate, hein, de bombardement. Alors, les Russes nous disent effectivement, voilà, c'est un HIMARS qui est situé à tel endroit, qui a pris pour cible la colonie pénitentiaire.
qui se situe à peu près donc à environ 60-70 km, donc à la portée maximum de ce que peuvent faire les meilleures munitions de l'HIMARS dont disposent les Ukrainiens aujourd'hui. Et dans le narratif, on oublie en Occident de nous préciser un petit élément, c'est que les communications qui vont être sur Telegram dès vendredi en milieu de matinée nous disent tout de suite qu'il y a à peu près tant de morts, à peu près tant de blessés parmi les prisonniers, mais qu'il y a aussi des blessés parmi les gardes de la colonie pénitentiaire, hein, des gardes qui appartiennent à la République populaire de Donetsk. Donc, il y a déjà deux éléments qui ont disparu du récit des médias occidentaux. D'abord, ce préalable de ces témoignages qui commencent à être diffusés très largement de ces prisonniers, dans lesquels ils avouent les crimes dont on les accuse. Et puis, de l'autre côté, le fait que dans cette explosion, dans cette attaque ou dans cette explosion, il y a des personnels de la République populaire de Donetsk qui sont eux aussi touchés et victimes de cette attaque. Donc, à partir de là, on voit bien évidemment, comme d'habitude dans ces affaires-là, des accusations fusées de part et d'autre. C'est pas nous, c'est vous. Les Russes vont produire assez rapidement dans l'après-midi de vendredi des images, donc des éclats d'un missile, enfin d'une roquette d'HIMARS qu'ils ont récupéré sur les lieux. Hein. Ils vont dire voilà. Alors on va leur dire ah ben oui, mais vous avez été les chercher ailleurs sur le champ de bataille. Hein. C'est pas forcément sûr que ce sont celles-là. Bon, très bien, c'est encore une possibilité. Mais surtout, ce qui va être le plus intéressant à la fin, c'est la prise de position, ou plutôt l'absence de prise de position tranchée et définitive de ceux qui sont bien évidemment les sponsors du régime de Kiev, c'est-à-dire le Pentagone. C'est-à-dire que quand on lit la retranscription écrite du point presse du 29 juillet du Pentagone, on a l'impression qu'on est en train de lire, alors ce n'est pas les meilleures feuilles de Kafka, mais c'est du Kafka, c'est-à-dire qu'on a des réponses, enfin, j'invite les gens à aller le consulter, hein, c'est disponible en ligne, en anglais, hein, vous verrez, c'est absolument kafkaïen, oui mais non, oui mais on n'est pas sûr, oui mais c'est peut-être une erreur, etc., etc. Donc si les accusations portées par le président Zelensky étaient vraies, hein, on peut sans aucune forme de doute s'assurer que le Pentagone les validerait sans aucun problème dans son point presse quotidien. Or là, on a affaire à quelque chose qui n'a ni queue ni tête, en nous disant ah mais peut-être que ce sont eux, peut-être qu'il s'agirait d'une erreur. Alors là, on marche sur des œufs parce que quand on étudie la communication du complexe militaro-industriel sur l'HIMARS, s'il y a eu une erreur de tir, ça pose des questions assez graves sur le service après-vente ou alors la formation des artilleurs ukrainiens pour se servir de ce système d'armes. Donc voilà, on est dans quelque chose qui pose plein de questions et encore une fois, comme pour le fantôme de Kiev, comme pour l'île aux serpents, etc., on voit les médias et donc les experts de plateau télé qui se sont engouffrés comme un seul homme pour nous dire, bon ben voilà, bien évidemment, c'est un massacre qui a été commis par les méchants Russes. On ne voit pas très bien à quelle fin ça leur servirait. Par contre, quand on sait que les prisonniers commençaient à passer à table et que leurs enregistrements commençaient à être diffusés sur les réseaux, on peut quand même s'interroger sur le fait que, ah oui, ça pourrait peut-être servir les intérêts du régime de Kiev qui est complètement aux abois. Hein. Rappelons que ça fait à peine 15 jours que la procureure générale de l'Ukraine a été remerciée sans fleurs hein, pour son travail, alors qu'elle enquêtait sur les crimes de guerre dont on accuse l'armée russe. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans cette Alors, situation je et voudrais, je personne voudrais, ne le rappelle. Je voudrais ajouter quelque chose avant de passer à la façon dont c'est traité chez nous. Donc, effectivement, il y a un événement particulier qui s'est produit. Alors, bon, je veux dire, nos médias ne relatent pas non plus, par exemple, le fait d'avoir bombardé Donetsk, qui est en zone contrôlée par les Russes et les républicains, avec des mines pétales, comme on dit, des petits objets extrêmement dangereux, qui sont interdits, ce sont également des crimes de guerre. Donc là aussi, pour l'instant, c'est le silence. Alors sur ce qui s'est produit, bon, effectivement, moi, je n'ai pas les compétences ni les informations de première main qui me permettraient de savoir. Hein, j'essaye de comprendre et d'injecter là-dedans un peu de rationalité au-delà des passions, sur lesquelles je vais dire un mot. Au-delà des passions, c'est qu'on réfléchit.
pourquoi est-ce que les Russes souhaiteraient tuer des gens qu'ils ont arrêtés et qu'ils gardent précieusement. Quand je dis qu'ils les gardent précieusement, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de les juger. C'est une question que je suis. Hein. Bon, je veux dire, c'est mon métier d'être un juriste praticien et j'essaye de savoir ce qui est en train de se produire. Et oui, il va y avoir des juridictions qui vont être installées, les magistrats sont en train d'être recrutés, hein, et il va y avoir des procès, et des procès qui seront médiatisés, bien évidemment. Pourquoi est-ce que concernant les gens qui ont été faits prisonniers à Azovstal, c'est-à-dire cette partie, on a vu les tatouages, on a vu de qui il s'agissait, hein, parce qu'à Mariupol, il y avait effectivement des troupes régulières de l'armée ukrainienne, mais il y avait également ces gens-là dont BHL nous prétend que c'était les grands héros d'Azovstal qui ne se sont pas battus, qui se sont enfermés dans Azovstal, hein, alors que les fusiliers marins ukrainiens, eux, se sont battus. Toujours est-il que on se demande bien pourquoi les Russes auraient fait une opération de ce type, c'est-à-dire auraient essayé de faire taire les témoins. Bon, alors on peut dire oui, mais les témoins, ils disent n'importe quoi parce qu'ils veulent sauver leur peau et tout. Ok, d'accord, ça c'est le débat. Toujours est-il que je rejoins ce que disait l'ancienne ambassadrice de France, qui est une magistrate professionnelle, ce qu'elle disait ambassadrice de France en Russie, ce qu'elle disait à propos de cette affaire, je ne vois pas très bien. Hein, il n'y a aucune raison particulière pour que les Russes aient commis ce bombardement. Donc, effectivement, pour l'instant, si tant est qu'on essaie d'être objectif, la balance penche nettement du côté d'une initiative ukrainienne, volontaire, involontaire, ça on verra. Simplement, ce que je constate, c'est que les Russes ont proposé immédiatement des enquêtes internationales, ils ont proposé au Comité international de la Croix-Rouge, qui pour l'instant a refusé, comme par hasard, hein, alors qu'ils avaient visité, que c'est de leur compétence et qu'ils avaient visité la colonie pénitentiaire il y a quelques jours. Hein, on verra. J'ai cru entendre que l'ONU avait accepté de participer à une enquête et on verra. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe chez nous. J'avais effectivement constaté, avec d'autres observateurs, j'avais constaté que la communication francophone, hein, par conséquent d'abord en France, la communication francophone ne faisait pas le travail qu'on voit parfois dans la communication anglo-saxonne, où il y a des paroles dissidentes, hein, il y a Scott Ritter, il y a McGregor, il y en a encore d'autres, celui de Fox News, etc., quoi qu'on pense des personnages, mais il y a une approche qui est parfois pas monobloc. Et chez nous, on constate que nos médias reprennent servilement la communication la plus parfois stupide de Zelensky. Hein, c'est-à-dire celle qui est concoctée par les spin doctors, et c'est repris sans aucune espèce de distance critique, et c'est repris par des gens qui la relayent. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure en commençant les experts de plateau, hein, c'est-à-dire que nous avons deux catégories, hein, trois catégories. Je vais avant d'interroger Sylvain, je vais faire mes trois catégories. Il y a d'abord les excités, je pense à BHL maintenant, comme il est en panique parce qu'il voit son monde occidental aujourd'hui en difficulté, donc il ne parle plus qu'en anglais sur ses tweets, c'est assez intéressant. Il y a Laurence Haim, hein, qui procède exactement de la même matrice, hein, qui est une américaine, et qui viennent de façon assez ridicule, et comme ils sont complètement disqualifiés, qui viennent relayer ça. Mais il y a, et les deux autres catégories, il y a les experts que l'on fait venir et qui sont des experts militaires. Il y a ceux qui écrivent, ceux qui s'autoproclament spécialistes, on va donner des noms. Il y a l'ineffable Pierre Servant, il y a Michel Goya, le colonel Goya, qui, de façon assez surprenante, a complètement viré sa cutie depuis le début du conflit et s'est mis complètement au service de la presse atlantiste. D'ailleurs, il s'en réjouit. Et sur ce qui s'est passé autour de cette colonie pénitentiaire, immédiatement, il a relayé, à sa façon, mais il a relayé la thèse
ukrainienne, il a accusé les Russes directement ou indirectement, hein, et puis il y a les militaires de plateau qui sont en général des hauts gradés en retraite et qui viennent dire tout et n'importe quoi. Alors je pense, mon cher général Clermont, qui est venu insulter de façon raciste les Russes, qui est venu regretter quasiment explicitement que l'armée rouge ait vaincu le nazisme. Et puis, il y a aussi, bon, je veux dire, d'autres encore qui ont fait leur carrière à l'OTAN, etc. Donc, je me retourne à nouveau vers Sylvain, pour pas être trop long, pour savoir qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là, comment peuvent-ils à ce point, pour certains, se déconsidérer et pour d'autres, carrément se déshonorer. On en a un peu parlé la dernière fois. On a des gens qui sont dans un spectacle qu'ils découvrent, qui les met en avant pour la première fois pour beaucoup de leur carrière, parce que heureusement, il n'y a pas des guerres de cette ampleur qui touchent le monde occidental tous les jours. Donc, bien évidemment, à part Pierre Servant qui a son rond de serviette sur France Télévisions depuis très longtemps, les autres découvrent cette espèce de spirale spectaculaire de la mise en avant de leur personne. Et il est très difficile, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, d'accepter de dire des choses qui vont être contradictoires et qui vont vous fermer la porte tout simplement immédiatement. On voit le cas de la reporter Mademoiselle Boudoul là, qui a fait un livre sur Mariupol et son travail là-bas. Cette personne a fait quelque chose pour CLCI, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, elle a été mise au banc carrément par le gouvernement ukrainien parce qu'elle a rapporté ce qu'elle avait vu là-bas sur place, alors qu'on ne peut pas l'accuser d'être un agent des services de renseignement russes et d'être stipendié par Vladimir Poutine ou par ses affidés. Donc, la pression est extrêmement forte, elle est extrêmement importante. Et puis, à côté de ça, on a aussi une formation intellectuelle générale qui fait que la Russie reste toujours quelque part l'autre, une espèce d'ennemi permanent qui ne peut pas être une référence, qui ne peut pas faire quelque chose de bien. La guerre froide a joué son rôle, mais pas seulement. Moi, je suis très clair là-dessus. Il y a des origines qui remontent à bien avant la guerre froide, et même qui remontent avant la révolution bolchevique. On voit bien que l'Occident et la Russie sont en divorce depuis le milieu du 19e siècle. Les Britanniques y ont œuvré largement. Ils ont même entraîné la France dans ces opérations-là en Crimée au milieu du 19e siècle. Donc, on a un gros problème de comprendre et d'admettre que les Russes sont comme les autres. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent aussi faire de très grandes réussites, et que l'idéologie là-dedans, elle peut jouer des fois un rôle positif, des fois un rôle négatif. Et rompre avec cette idée-là est très compliqué pour des Européens de l'Ouest. Ça l'est beaucoup moins pour les Américains parce que, comme je le dis toujours, ce sont des utilitariens qui voient l'intérêt qu'ils peuvent tirer d'une analyse honnête. Et c'est pour ça qu'on a des gens comme Scott Ritter ou McGregor, ou même avant eux, pour parler de doctrine militaire, le colonel Glantz, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est une étude approfondie de ce que veut et de ce que peut l'adversaire en sortant des considérations idéologiques, des passions humaines ou ce genre de choses. Voilà, donc tous ces éléments-là, et peut-être d'autres, on ne va pas faire une émission de 2 heures sur cette question, mais je pense que tous ces éléments-là jouent dans ces prises de position quasiment unanimes. On a vu aussi le cas de ce jeune militaire, enfin ex-militaire français qui est parti en tant qu'aide-soignant auprès des forces ukrainiennes et puis ensuite qui a fait un séjour dans le Donbass. Il s'est fait tomber dessus par Libération et les fact-checkers de Libération parce qu'il avait osé dire que, oui, du côté ukrainien, il y avait des gens qui étaient ouvertement néo-nazis, antisémites, etc. Et que cette parole, qui était pourtant pondérée pour dire qu'il avait vu aussi des choses qui n'étaient pas très belles du côté russe, elle est interdite. On Mais n'a pas attendez, le droit d'être équilibré. oui, alors là, il y a une question d'équilibre. Il y a une question, effectivement, d'imprégnation doctrinale ou d'imprégnation, d'ailleurs, culturelle, politique, qui amène à se méfier des Russes ou à avoir un tropisme anti-russe. Le général Clermont en est un. Bon, mais là,
on a des menteurs. C'est ça qui me surprend, y compris que je crois que c'est Trinquant qui avait dit tout un tas de choses, et comme effectivement le réel l'a rattrapé et que il se passe le contraire de ce qu'il disait, il dit oui, mais je le savais déjà, mais je ne pouvais pas le dire pour ne pas décourager. C'est-à-dire que j'ai menti, mais pour la bonne cause. Hein. Donc, c'est quand même assez fantastique. Et je reviens sur le colonel Goya. Alors, c'est très intéressant d'aller voir ses comptes Twitter. Effectivement, il ment par omission, c'est clair, mais il ment aussi délibérément parce qu'il il va prétendre ceci, il va prétendre cela. Alors, parfois habilement, il a derrière une petite cour et on voit qui le suit. C'est effectivement tous ces militants, et c'est ce terme militant qui me revient, tous ces militants d'une cause. On en a déjà parlé effectivement la dernière fois sur la satisfaction qu'il a éprouvée d'être reconnu et ensuite de voir leur colonne s'ouvrir de la presse atlantiste. Mais moi, c'est ça qui me surprend. Je pense que chez certains, il y a effectivement la volonté militante de mener un combat, fût-ce au prix du mensonge. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que je dis, se déconsidérer, c'est une chose, on peut se tromper, on peut effectivement être extrêmement subjectif parce que effectivement, on a une vision fausse de ce que c'est, par exemple, que l'art opératif russe, mais il y a ceux qui, eux, ne se trompent pas, mais mentent et le font délibérément pour défendre une cause. Et malheureusement, je veux dire, les médias français, les médias francophones, de ce point de vue, se sont particulièrement signalés depuis le début du conflit. Ah oui, mais ce qui est intéressant là, en regardant l'actualité aujourd'hui, depuis même ce week-end, sur l'autre grand point qu'a occupé l'information avec les mêmes biais, les mêmes réflexes et les mêmes engrenages qui est l'histoire du Covid, on se rend compte que voilà, on a quelqu'un comme Delfrécy qui est en train aujourd'hui de nous raconter combien il nous a menti, combien l'appareil médiatique a menti, combien, comme l'avait affirmé hein, la directrice d'antenne, je crois, de BFM TV, il ne fallait pas rompre le narratif guerrier employé par le président de la République. Et donc, ce qui a fonctionné, je l'évoquais déjà la dernière fois avec le Covid, et quasiment un calque parfait de ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a un narratif qui est imposé, pas forcément de manière volontaire, mais les gens s'y conforment par conformisme, par volonté de ne pas dépasser, hein, parce qu'on sait ce que ça peut coûter pour une carrière, pour ceci ou cela, de prendre des positions divergentes. Hein. On le voit avec des gens là comme Mademoiselle Boudoul, hein, elle n'a rien fait de mal, mais on la met quand même au pilori. Et Liseron de donc, son prénom. voilà, liseront. Et donc, du coup, on se dit, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand ça va être terminé, on va avoir des gens qui, comme le professeur Delfrécy, vont venir, la mine contrie, à la télévision, se répandre en disant ah ben oui, mais on est désolé, on ne savait pas, etc. Et là, ce sera la même chose. Hein, sauf que le mal, entre guillemets, aura été fait, hein, parce que là, pour le Covid, on parle de choses qui touchent la santé des gens. Mais là, c'est aussi, entre guillemets, la santé mentale du peuple français qu'on a mis dans une espèce de vision monolithique du conflit. On voit que les Français ne sont pas des imbéciles non plus, comme avec le Covid. Hein. Ils ont vite compris que bon, il y avait certaines choses qui étaient absolument fondées pour dénoncer ce que pouvaient faire les Russes, mais que de l'autre côté, il y avait beaucoup, beaucoup trop de choses qui, dans le narratif, n'avaient aucun Je, sens et étaient là je, pour noircir le trait. je pense que cette mise en avant permanente de Zelensky et cette mise en avant assez obscène, le reportage de Vogue en étant une belle illustration. Quiconque va un peu sur les réseaux, va sur Telegram, voit les cadavres des soldats ukrainiens hein, qui ont été sacrifiés. Et pendant ce temps-là, monsieur parade dans la presse people américaine. Bon, sur le plan militaire, alors, sur le plan militaire, MacGregor, dont on a déjà parlé, dit qu'en fait, le front était calme jusqu'à ces jours-ci parce que les Russes ont fait une pause opérationnelle. Hein, je l'ai bien compris, ils ont pris des vacances, les malheureux. Hein, donc là,
on entend beaucoup de choses autour d'un changement des buts de guerre russes. Qu'est-ce qu'on peut penser qu'il va se produire dans les semaines qui viennent, sachant que ce n'est pas une boule de cristal, hein, Sylvain. Il s'agit simplement d'essayer d'imaginer quelques scénarios. Alors, déjà, la situation par rapport à la semaine dernière, c'est que dans tout le secteur du Donbass, entre Seversk, Soledar, Bakhmout et Avdivka, parce que ça, c'est la grande nouveauté de la semaine écoulée, hein, c'est que ce bastion extrêmement important de l'armée ukrainienne depuis 8 ans, hein, c'est probablement l'un des bastions les plus puissants construits par les Ukrainiens depuis le début de la guerre civile avec les autonomistes de Donetsk. Dans ce secteur-là aussi, les choses sont en train de bouger depuis le début de la semaine dernière. Donc, on voit des petites progressions tactiques du côté des forces russes et alliées, hein, qui sont toujours donc mises en œuvre au niveau des fantassins, au niveau des chars par les unités qu'on avait nommées la semaine dernière. Hein, donc, très peu de troupes russes à proprement parler. Les Russes sont là avec l'artillerie, hein, bien sûr, et puis l'aviation, mais l'infanterie mécanisée et les chars restent pour les unités républicaines, Wagner, les volontaires cosaques, etc. Donc ça, c'est un premier point, c'est que déjà, ces grignotages vont permettre tactiquement de modifier des situations pour que d'un point de vue opérationnel, ça débouche sur autre chose. Donc ça veut dire que le front du Donbass reste quand même le front prioritaire à mes yeux dans les jours qui viennent. Ensuite, on constate que les Ukrainiens ont démarré des opérations dans le cadre non plus simplement de contre-attaque locale, mais de ce qui sont les prémices de leur fameuse contre-offensive dans la région de Kherson. Hein. Là, il y a des combats quasiment de manière continue. On est passé de duels d'artillerie à maintenant des opérations de combat d'infanterie avec des chars qui débouchent parfois sur des pertes de terrain pour les Russes et puis des fois des contre-attaques, etc. Hein, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus mobile, mais on n'est pas encore dans une contre-offensive comme celle que les médias occidentaux ont voulu nous vendre ces 15 derniers jours. Et je pense qu'elle n'aura pas lieu, non pas parce que l'armée ukrainienne n'a pas les moyens matériels, parce qu'il semblerait qu'elle ait réuni des moyens matériels importants, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on analyse de manière de plus en plus pointue l'impact des changements doctrinaux au sein de l'armée ukrainienne par l'OTAN, on se rend compte que l'OTAN a pu faire pénétrer ses idées avec efficacité jusqu'au niveau du bataillon, et c'est ce qui explique les grands succès défensifs tactiques de l'armée ukrainienne au cours de la première phase de l'opération russe, hein, les embuscades, etc. Une très bonne coordination au niveau du bataillon, mais on se rend compte aujourd'hui que la capacité de gérer des unités d'un niveau plus important, des brigades hein, notamment, et dans des opérations offensives, ça, les états-majors ukrainiens ne sont pas encore en capacité de le mener avec une efficacité équivalente à celle d'une armée de l'OTAN. Donc, les possibilités de voir cette contre-offensive se manifester avec succès restent à mes yeux limitées. Mais ça ne va pas empêcher que ce front va continuer d'être actif. Ensuite, l'information qui semble filtrer côté russe, c'est qu'il y a bien une accumulation d'une masse de manœuvre dans le secteur de Belgorod, hein, le secteur d'où est partie la grande contre-offensive de Kursk en 1943, hein, au mois de juillet-août 1943. Hein, donc, on approche du 80e anniversaire. Et donc, cette grande masse de manœuvre, elle est constituée, semble-t-il, par les unités, enfin une partie des unités du district militaire occidental. Et elle est dans une situation géographique qui lui permet soit de percer depuis Izium vers le Donbass, soit de carrément se précipiter sur Kharkov. Donc là, on a, comme je le disais déjà, deux possibilités. Personnellement, je retiendrai que ce sera plutôt vers Izium et vers le sud pour s'occuper du Donbass que ça se gérera. Les Russes peuvent nous surprendre encore une fois, hein, tout est possible, mais en tout cas, ils ont cette accumulation qui est maintenant réalisée, qui est en cours d'achèvement de concentration, donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, elle peut rentrer en action. Voilà. Alors, je vais conclure en faisant un petit tour géostratégique de la planète, hein, un petit tour rapide, pour constater que lorsqu'ils ont déclenché leur offensive, les Russes, le 24 février dernier, avaient affirmé des buts de guerre assez limités. Ces buts de guerre ont évolué et est apparue dans le discours, au fur et à mesure, l'idée que l'affrontement, en fait,
il avait été déclenché pour mettre à mal l'ordre international sous domination américaine. Hein, ce que certains, comme par exemple Tony Blair, appellent la fin de la domination de l'Occident. Et donc, moi, je l'avais dit personnellement assez tôt, non pas parce que j'étais devin, mais parce que c'est quelque chose qui m'apparaissait assez évident. Toujours est-il que dans le discours, on voit très bien que ça s'accentue, cette présentation des choses, et que ce qui se passe dans le monde peut être lu très souvent à la lumière de cette vision des choses, c'est-à-dire effectivement une lutte Occident contre le reste du monde. Il y a tout un tas d'événements qui se sont produits. Depuis 48 heures, il y a eu toute l'histoire de Madame Pelosi, qui est la présidente, la speakerine, comme on dit, hein, de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est le troisième personnage de l'État, hein, qui avait dit qu'elle irait à Taïwan, Taïwan qui est une province chinoise juridiquement reconnue comme telle d'ailleurs par les États-Unis. Hein, les Chinois avaient dit pas question, et puis avaient mis la barre assez haut. Elle a finalement renoncé, hein, à venir mettre le bazar, et je crois que le Pentagone n'était pas très chaud pour cette espèce de provocation. Il y a eu la demande d'adhésion aux BRICS, il y avait déjà eu un certain nombre de pays. Là maintenant, on a l'Argentine qui a fait sa demande d'adhésion, on a l'Algérie qui est quand même une puissance énergétique, hein, qu'on le veuille ou non, qui vient de faire cette demande. Il y a eu les tournées de Lavrov dans pas mal d'endroits, dont l'Afrique, et qui est toujours reçue avec pas mal d'empressement partout. Il y a eu, et ça, je le déplore, hein, que le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, que mon président, le président français, aille défendre les intérêts de mon pays en Afrique, je trouve ça très bien. Le problème, c'est qu'il fait ça n'importe comment. Il est arrivé en donnant des leçons de corruption. Hein, c'était comme disait ma grand-mère, c'est Marmite qui dit qu'une noix à chaudron. Hein, faut quand même pas oublier le palmarès du personnage. Il est venu ensuite les traités d'hypocrite, ce qui a permis à Lavrov dans une conférence de presse de répondre de façon méprisante quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de cette tournée. Il dit écoutez, le président français a passé son voyage à insulter tout le monde. Je n'ai aucune observation particulière à formuler. Bien, donc on n'est pas plus méprisant et désinvolte. Cette tournée a été une calamité. Et juste derrière, il a reçu MBS, hein, le dirigeant saoudien, ce qui, au plan interne, lui a posé toute une série de problèmes, assez hypocrites d'ailleurs. Hein. On a beaucoup parlé du journaliste découpé, on n'a pas beaucoup parlé du Yémen. Toujours est-il que le spectacle que donne aujourd'hui l'Occident, avec bon, le départ de M. Johnson, le départ de M. Draghi, la crise économique qui arrive, les désaccords au sein de l'Union européenne concernant la façon d'aider l'Allemagne à se passer d'une partie du gaz russe, sachant aussi que les Russes, et ça c'est assez nouveau, avait toujours dit on continue à fournir le gaz à partir du moment où on ne le paye en roubles, etc. Mais là, sous de sombres histoires de turbines pas réparées, etc., ils sont en train, y compris de l'assumer, de se servir du gaz comme d'une arme dans la guerre actuelle. Mais c'est aussi une guerre qui leur est faite, pas seulement au plan économique, hein, au plan de la fourniture des armes à leurs ennemis, etc. Hein, il semble qu'ils aient cette intention-là. Donc, l'affrontement s'est complètement élargi. Hein, ce n'est pas une guerre russo-ukrainienne, c'est bien ça qui est en train de se produire, et il n'est pas évident de considérer que l'Occident est actuellement en grande forme. Hein, je pense au contraire qu'il est en difficulté, sachant que la possibilité que la bataille d'Ukraine, qui est une bataille d'une guerre plus large, que la bataille d'Ukraine puisse être à relativement brève échéance perdue. Voilà, c'était quelques observations. Je me tourne vers Sylvain pour savoir s'il a des choses à ajouter. Ah bah, il y a une nouveauté depuis la fin de la journée d'hier, hein, qu'il va falloir observer avec beaucoup d'attention. C'est la tension qui est montée d'un cran assez élevé au Kosovo, hein, avec la Serbie. Hein, la Serbie, alliée historique de la Russie, et puis le Kosovo, État qui n'est reconnu que par à peine la moitié de la communauté Non, non, internationale. non, Hein, moins de la moitié, un tiers.
Un tiers. Moins de la moitié, voilà. Et donc, voir si cette affaire-là se limite, comme le souhaite d'ailleurs le président serbe, hein. Il a fait une déclaration très apaisée hier soir à un problème administratif lié au statut des Serbes au Kosovo, ou si l'OTAN, qui est le sponsor, le parrain du Kosovo depuis 1999, va utiliser ce pion dans sa confrontation, comme on vient de le rappeler, plus large avec la Russie et ses alliés. Voilà, c'est le point à observer pour la semaine en cours. Oui, ben, à mon avis, on risque d'en avoir demain, après-demain, c'est tous les jours, hein, mais c'est normal. Hein. Oui, C'est un oui, oui. méta-événement historique qui se produit et c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite apporter un point de vue hein, subjectif qui est le nôtre. Hein. On assume complètement notre approche. Hein. Moi, si vous voulez, toute ma vie professionnelle, j'ai été adepte et praticien du débat contradictoire qui permet d'élaborer. Alors, l'avocat, c'est la vérité judiciaire. Hein, mais là, il s'agit plutôt de la vérité historique ou de la vérité d'information, la vérité de situation. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs approches, plusieurs visions. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt.